Alors c'est en quelque sorte un petit point d'actualité, en tout cas une introduction à l'actualité qui nous occupe ces derniers mois et qui nous occupera ces prochains mois entre le ministère de la Santé, la DGOS et en particulier les associations de jeunes médecins et notamment d'internes. Madame la Présidente, chère Camille, Mesdames et Messieurs, chers internes, c'est avec un vrai plaisir que je suis aujourd'hui parmi vous, un plaisir et un petit challenge aussi, parce que hier, pour ne rien vous cacher, j'étais à Poitiers d'ailleurs avec le docteur Olivier Saint-Lary pour assister à la présentation de la mise en œuvre de la première année de la grande conférence de santé. Et j'ai trouvé le moyen aujourd'hui de rejoindre Nancy, et je dirais après ça, on dira que les administrations centrales ne sortent pas de leur bureau. Je vous le dis, c'est un leurre. En tout cas, on s'attache à être autant que possible au contact de celles et ceux pour lesquels nous nous engageons. Mais la symbolique était importante et je me devais donc d'être présent aujourd'hui à votre congrès qui constitue chaque année un moment très important pour votre communauté. J'y ai été invité, j'ai même été rappelé à cette invitation et j'allais dire le rappel de cette invitation m'obligeait à venir et je dois vous avouer que je ne le regrette pas. Je ne suis pas déçu. D'abord, je suis extrêmement impressionné par le cadre, impressionné par le nombre que vous représentez aujourd'hui, n'étant pas enseignant, n'ayant jamais enseigné dans un amphi de PACES. Je ne suis pas forcément coutumier de ce genre d'assistance. Et puis, je suis également extrêmement intéressé. Je suis arrivé en début d'après-midi, donc j'ai pu assister et donc écouter j'allais dire, les échanges qui ont animé cette table ronde, cet espace de flashback de 20 ans de lutte, d'engagement, de conquête et à un moment donné aussi de succès. Et c'est à la fois, j'allais dire, c'est assez rassérénant et rafraîchissant. C'est donc avec plaisir et aussi intérêt que j'interviens cet après-midi devant vous. L'occasion m'est donc donnée de remettre en perspective les relations que nous entretenons, nous, alors on dit DGOS, les sigles, chacun a ses sigles, on va dire nous, ministère de la Santé, mais en tout cas en particulier à la Direction Générale de l'Offre de Soins, avec l'ISNAR-IMG et les sujets sur lesquels nous avons eu à travailler ensemble ou sur lesquels nous aurons à travailler ensemble dans la période prochaine, la période future. Et je vais donc m'attacher à saisir cette occasion, étant entendu que un certain nombre des sujets que je vais aborder ont été cités, j'allais dire même presque la majorité, au cours du débat qui vient de s'achever. Ça prouve au moins une chose, c'est que je pense qu'au travers des sujets que nous embarquons, nous sommes au cœur de ce qui fait l'actualité et notamment votre actualité. L'acuité du regard que vous portez sur votre formation, comme sur votre exercice futur, est d'ailleurs pour nous toujours à la fois une source et d'enrichissement, en même temps qu'une exigence, j'allais dire, de dépasser les réflexions que nous poursuivons. Cette acuité, cette insistance, ces collaborations, effectivement, là aussi, nous obligent à toujours essayer de faire évoluer le système, de le faire performer, à la fois pour renforcer la qualité de votre formation et, in fine, pour renforcer la qualité de l'offre de soins que vous constituerez demain au service de notre pays. Et je crois pouvoir dire que nos services occupent de ce fait une position qui est tout à fait particulière à vos côtés et une position que, j'allais dire, nous assumons et que nous nous attachons à remplir pleinement. Nous sommes à la fois une administration centrale, c'est-à-dire que dans ce cadre-là, nous collaborons notamment beaucoup avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Nous concertons régulièrement avec ceux qui, au quotidien, organisent votre formation au sein des subdivisions, c'est-à-dire avec les facultés de médecine. Et donc, de ce fait, les questions qui sont relatives à la formation universitaire que vous suivez nous sont familières et elles nous mobilisent fortement. Mais en même temps, nous sommes un acteur important du ministère de la Santé. Et donc nous travaillons, quoi de plus naturel, avec les acteurs de notre système de santé, avec les ARS, avec les directeurs d'établissement, avec les présidents de CME, avec les fédérations d'employeurs, avec l'ensemble de ceux qui organisent également votre formation en stage au sein de chaque établissement. Et de ce fait, les questions qui sont relatives à votre accueil en stage et à la qualité de l'apprentissage pratique qui vous est délivré nous sont également familières et nous mobilisent tout aussi fortement.
Donc formation universitaire d'un côté et formation pratique en stage de l'autre, qui sont deux dimensions qui sont absolument indissociables du statut de l'interne, qui est à la fois un étudiant de 3e cycle et un agent public. Et donc cette position particulière à l'interface entre le monde universitaire et celui des acteurs de la santé, la DGOS essaye de la mettre à profit dans le cadre d'une action qui milite en faveur à la fois de la modernisation de votre formation, de l'amélioration régulière, ça c'est une quête permanente de vos conditions d'accueil et d'exercice en stage, et puis également de la préparation de vos futures conditions d'exercice, ainsi que plus spécifiquement pour vous, de la consolidation de la filière universitaire de médecine générale. Et ce sont ces 3 dimensions, modernisation de la formation, amélioration des conditions d'accueil et préparation de vos conditions d'exercice, sur lesquelles je voudrais m'attarder quelques instants. Concernant la modernisation de la formation que vous recevez donc en premier lieu, un certain nombre d'entre vous, en tout cas l'une d'entre vous, puisqu'elle est intervenue tout à l'heure, sont issus de la promotion 2016, c'est-à-dire des ECN 2016, c'est-à-dire des ECNI. Et je voudrais à nouveau profiter de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui pour dire combien nous avons été conscients tout au cours des mois qui ont précédé ce grand Big Bang des ECN, combien nous avons été conscients donc à la fois de l'inquiétude, des doutes et parfois même, on peut le dire, de l'angoisse certainement, que ce changement assez profond de la nature des épreuves a pu susciter chez ceux qui étaient amenés à le supporter. Et dire combien nous avons été marqués dans ce cadre-là par la maturité et le sens des responsabilités qui ont été témoignés par chacun tout au long de cette démarche jusqu'au mois de juin dernier, que ce soit les représentants étudiants d'un côté ou que ce soit par les échos qui nous remontaient des facultés, toutes et tous dans vos universités au quotidien. Je veux aussi profiter de l'occasion pour dire combien je suis fier qu'avec l'ensemble de ces acteurs les plus impliqués, et notamment ceux qui vous ont représenté dans la conduite de projet, nous soyons parvenus à relever collectivement un immense défi qui était à la fois pédagogique, technique et organisationnel. Et je vous prie de bien vouloir croire que quand je dis ça, c'est une réalité. Le défi était immense et j'allais dire le soulagement et la satisfaction au terme de ce premier épisode des ECNI est à la hauteur, j'allais dire, du défi que nous nous étions fixés. Par le nouveau processus de réflexion auquel les ECN permettent d'inviter les étudiants, elles constituent une avancée pédagogique majeure et contribuent à ce titre, nous en sommes absolument convaincus, à la modernisation de votre formation. Mais la modernisation de votre formation s'est également portée sur la réforme du 3e cycle des études médicales à laquelle il a été fait référence tout à l'heure. Il s'agit d'une très belle réforme que j'ai pour habitude de qualifier d'ambitieuse mais aussi de très exigeante. Ambitieuse dans ses objectifs, dans les nouvelles modalités autour desquelles s'organiseront désormais pour les générations qui vous suivront, puisque pour vous, ça ne s'appliquera pas. Donc les modalités qui organiseront l'acquisition et la validation progressive des connaissances tout au long du cursus, définies avec à la fois plus de précision, évaluée de manière plus fine et plus régulière. Cette réforme s'inscrit par ailleurs en congruence avec de nombreux enjeux que notre système de santé est appelé à relever, l'évolution des modes de prise en charge, l'intégration des nouvelles technologies et les virages qu'ils soient ambulatoires ou territoriales. Mais cette réforme, elle est également exigeante pour l'ensemble des acteurs qui auront à la mettre en œuvre, exigeante pour les doyens, pour les coordonnateurs universitaires, exigeante pour les ARS, exigeante pour les internes, bien sûr, ou pour les directions d'établissement et pour les maîtres de stage. Et à ce titre, la DGOS a été très impliquée dans le décret qui est paru au mois de novembre dernier, qui inscrit dans le Code de l'éducation la réforme du 3e cycle en tant que telle, et elle est aujourd'hui extrêmement impliquée, je crois que c'est Camille qui a fait référence tout à l'heure, dans l'élaboration de l'important arrêté qui doit paraître d'ici la fin du mois de mars, qui va notamment disposer de l'ensemble des maquettes des 44 spécialités qui auront été complètement fondues, dont en particulier la maquette de la spécialité de médecine générale. Le moment est important, nous en sommes conscients, là aussi les attentes sont fortes, la concertation qui s'engage désormais sur cet arrêté maquette est essentielle et la mobilisation de tous les acteurs, je peux en témoigner, tous les acteurs en charge de conduire cette réforme à bon port est actuellement maximale.
La médecine générale est pleinement embarquée dans cette réforme, c'est une évidence, en même temps que nous avons fait en sorte, et vous le savez, que les spécificités liées au cursus de formation et à la problématique particulière des stages extra-hospitaliers dans votre spécialité soient prises en compte. L'idée, c'est que la trajectoire de déploiement de la réforme du troisième cycle dans la spécialité puisse tenir compte de ces spécificités, et notamment en particulier le passage de la durée du DES de 3 à 4 ans, dès lors que l'ensemble des conditions seront réunies pour que, les conditions de stage en particulier, pour que cette réforme prenne pour votre spécialité tout son sens. Je voudrais aborder dans un second temps la question de l'amélioration de vos conditions d'accueil et d'exercice en stage. Madame la ministre a régulièrement eu l'occasion d'intervenir pour insister sur le fait que les conditions dans lesquelles vous êtes accueillis et vous suivez vos stages sont essentielles non seulement à la qualité de la formation que vous recevez, mais également à la représentation de plus en plus concrète au fur et à mesure que votre cursus se déroule, la représentation de plus en plus concrète que vous vous faites de votre futur métier, des valeurs qu'il porte et qu'il représente, ainsi qu'à votre capacité à vous projeter professionnellement. C'est la raison pour laquelle notre ministère a toujours été extrêmement sensible à impulser et accompagner, en lien avec les associations d'internes, les fédérations et les conférences de directeurs et de présidents de CME, les démarches qui permettent, de manière continue, d'améliorer ces conditions d'accueil et de formation. Je pense en particulier à la charte d'accueil et de formation des internes, concertée et signée avec l'ensemble des acteurs en 2014. Je pense naturellement aux dernières dispositions prises relatives à votre temps de travail, destinées, dans le respect du droit communautaire, à préserver un nécessaire équilibre de vos conditions de vie privée et de vos conditions d'étudiants. Et je pense enfin, dossier que Madame la Ministre a présenté le 5 décembre dernier, à la question plus large encore de l'amélioration de la qualité de vie au travail et de la prévention des risques psychosociaux des professionnels de santé. Et en tant qu'interne, vous êtes concerné par de nombreuses mesures de ce plan d'action et vous le serez demain en tant que futur professionnel. J'ajoute pour finir qu'un travail particulier a été conduit cette année sur la question de la prévention des risques psychosociaux chez les internes et les assistants. Un guide documenté et opérationnel a été rédigé, concerté avec vos représentants. Il sera très prochainement diffusé auprès des acteurs du système de santé qui peuvent avoir un rôle à jouer en matière de prévention des RPS chez les internes. Je voudrais terminer en abordant, troisième axe majeur d'intervention, donc de notre ministère aux côtés des internes de médecine générale, l'enjeu de la projection dans vos futures conditions d'exercice et le soutien apporté à la consolidation de la filière universitaire de médecine générale. Des questions qui sont essentielles pour vous, qui avez fait le choix de cette spécialité. Nombre de nos actions visent à la fois à améliorer votre connaissance et la visibilité que vous pouvez avoir sur les opportunités de projets professionnels, à simplifier et à fluidifier votre entrée dans la carrière et à renforcer l'attractivité de l'exercice médical que vous assumerez demain. Je pense en particulier à quelques mesures que je vais citer, extraites à la fois soit de la grande conférence de santé, soit du pacte territoire santé, soit du plan d'action attractivité. J'en citerai 3. La mesure 12 de la grande conférence de santé qui vise à renforcer durablement la filière universitaire de médecine générale. Le docteur Saint-Lary a fait référence tout à l'heure. Il y a une augmentation, donc 80 postes, nouveaux postes de CCUMG la création de 80 postes supplémentaires de CCUMG a été décidée. 40 ont été affectés pour les internes qui sont sortis au mois d'octobre dernier et 40 le seront pour la promotion qui sortira au mois d'octobre prochain, ce qui fait en 2 ans un quasi-doublement du nombre de postes de CCUMG, des CCUMG qui deviendront à la fois enseignants de la discipline et animateurs de la recherche en soins primaires. Je pense également à la convention qui est en cours de finalisation relative à la création du label universitaire de maisons de santé pluridisciplinaires ou pluriprofessionnelles ou des centres de santé, qui doit participer de l'effort qui a été demandé tout à l'heure pour le renforcement de ce type de structure afin de permettre et de faciliter l'installation des futures promotions de médecins. Je pense également à l'amélioration de la couverture sociale en cas de congé maternité et paternité, en particulier pour les praticiens qui feront le choix d'un exercice libéral. Une mesure a pour cela été inscrite dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale 2017 et les conditions resteront à négocier dans le cadre de la Convention. Enfin, je pense au développement de la recherche en soins primaires que nous nous attachons à accompagner via à la fois l'augmentation
du nombre de postes d'années recherche et la création d'un jury spécifique pour l'attribution des années recherche en médecine générale, ce qui devrait inciter les départements de médecine générale à poursuivre leurs efforts pour la préparation de nombreux et de beaux projets qui auront désormais demain probablement beaucoup plus de chances d'être retenus que selon les procédures de sélection qui étaient en vigueur jusqu'à présent. Voilà quelques propositions qui font par ailleurs, je crois, écho à un certain nombre de choses que j'ai pu lire dans le livre blanc que l'ISNAR-IMG a publié à l'automne dernier. Mais votre projection dans l'exercice futur, ça ne peut et ça ne doit se reposer que sur des mesures de portée statutaire ou financière. Un exercice professionnel, c'est un statut bien sûr, c'est une rémunération, mais ce sont aussi beaucoup d'autres dimensions qui sont riches, qui sont complexes et qui sont évolutives et auxquelles nous demeurons au quotidien dans l'action du ministère de la Santé le plus attentif possible. Je voudrais terminer par là. Le sens préservé du métier et les valeurs qui y sont associées, la relation avec le patient et les caractéristiques et les attentes évoluent au fil du temps, l'importance renforcée de la concertation pluriprofessionnelle dans le cadre des RCP par exemple, mais pas seulement, les incidences du cycle de l'innovation qui réinterroge régulièrement certaines dimensions du métier et de la prise en charge des patients, ou encore l'intégration dans des équipes pluriprofessionnelles, les diversités des modes d'exercice, notamment le mode d'exercice, la mixité de l'exercice entre la ville et l'hôpital auquel il a été fait référence tout à l'heure, ce sont des dimensions extrêmement importantes que nous nous attachons à accompagner et à faire évoluer au fur et à mesure du temps. Autant de facteurs de changement et de questionnement qu'il nous faut savoir décrypter, analyser et anticiper. Cette démarche, nous nous attachons à la développer pour faire évoluer régulièrement notre système de santé et les conditions d'exercice de ces professionnels. Mais cette démarche, nous ne pouvons la conduire, et ça c'est très clair, qu'en lien extrêmement étroit avec les professionnels en exercice comme avec les futurs professionnels que vous êtes. Voilà, sans avoir épuisé l'ensemble des sujets qui sont aujourd'hui sur la table et qui sont des sujets d'actualité ou ceux sur lesquels nous aurons très vraisemblablement à travailler dans les mois qui viennent. J'espère néanmoins vous avoir apporté un certain nombre, j'allais dire par quelques vignettes, un certain nombre de réponses ou d'éclairages sur les principes, les priorités et l'état d'esprit qui guide les services du ministère de la Santé dans son action quotidienne aux côtés des internes, force vive s'il en est, des professions médicales. Avec vous, nous travaillons étroitement et nous continuerons donc à le faire avec votre équipe, fort de la conviction de partager les objectifs et plus encore, plus essentiel, les valeurs essentielles, des valeurs d'engagement, elles ont été citées tout à l'heure, des valeurs de confiance du système de santé dans ces jeunes médecins et des valeurs d'humanité, enfin, qui donnent tout son sens à la profession que vous exercerez tout bientôt. Je vous remercie, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de congrès et notamment, Olivier Ferrand y a fait référence tout à l'heure, une très bonne soirée de gala que j'imagine festive et animée, car aussi important et sérieux que soient les sujets sur lesquels vous avez commencé à travailler et vous continuerez à travailler jusqu'à demain, il faut aussi que ces congrès et ces rassemblements soient d'importants moments de convivialité et d'échange et je vous y invite, mais je n'ai là-dessus aucun doute. Je vous remercie. Merci Monsieur Alberton. Nous passons donc à la deuxième partie de ce point actualité et j'invite Guillaume Economos à me rejoindre puisqu'il va aborder avec vous le temps de travail additionnel. Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Guillaume Economos, interne en médecine générale à Lyon et chargé de mission formation de l'interne à l'ISNAR-IMG. Donc pour ceux qui étaient à l'atelier ce matin, vous l'avez probablement compris, je suis coutumier des retards sur mes interventions. Et donc, on aura un petit souci sur les questions, mais on pourra quand même en faire. Donc, la table ronde à laquelle vous venez d'assister a suscité beaucoup d'engouement autour du rôle que l'ISNAR-IMG a à jouer. Ce point d'actualité traitera d'un problème central pour lequel l'ISNAR-IMG se doit d'être force de proposition, le temps de travail des internes. Je vais vous parler plus spécifiquement du projet de mettre en place et de permettre la réalisation de temps de travail additionnel. Et avant de vous expliquer plus en détail ce projet, nous allons retracer l'historique récent de la réforme du temps de travail. Pointé du doigt par un avis motivé du 28 mars 2014
et émis par la Commission européenne, la France a dû réagir pour garantir aux médecins en formation un respect de la directive européenne sur le temps de travail qui datait de 2008. La Commission européenne pointait notamment le temps de travail des internes, très souvent supérieur aux 48 heures voulues par la directive, mais aussi l'absence de prise en compte des gardes supplémentaires et des obligations universitaires dans le décompte du temps de travail, ou encore l'impossibilité d'effectuer un suivi adéquat de ce dernier. Sommée de réagir par cet avis motivé, la France, mauvais élève de l'Europe, a transposé cette directive dans le droit national, en particulier grâce au décret du 26 février 2015 qui cadre à présent les obligations de service des internes. Quel est ce cadre ? La durée de présence en stage est désormais établie à 8 demi-journées par semaine, incluant le temps en garde et une nuit équivalent à 2 demi-journées. Le décret sanctuarise une demi-journée hebdomadaire de formation sous la responsabilité du coordonnateur de DES et une demi-journée de formation personnelle en autonomie. Ces durées devant être lissées sur le trimestre et un système de récupération ayant été prévu. Il réaffirme l'existence d'un repos de sécurité obligatoire, et j'insiste sur ce point, à l'issue de la période de garde ou du dernier déplacement lors d'une astreinte. Ce repos, d'une durée de 11 heures, il concerne les obligations en stage et en dehors du stage, ainsi que les obligations universitaires. En outre, il introduit la notion de tableau de service nominatif prévisionnel et l'impose à chaque service. Force est de constater que depuis 2 ans, les hôpitaux tardent à appliquer la réglementation. Madame la ministre de la Santé, Marisol Touraine, a même dû rappeler à l'ordre les établissements de santé dans une instruction diffusée le 7 juin 2016, celle-ci les sommant de respecter le repos de sécurité pourtant instauré 15 ans auparavant, soit le 10 septembre 2002. De nombreux services refusent de respecter ce temps de travail, arguant une impossibilité de le mettre en place en préservant la qualité de la permanence de soins. Face à ce constat d'échec, ce constat, c'est un échec des mesures réglementaires et à la complexité alléguée de leur mise en œuvre, les acteurs institutionnels se sont intéressés aux solutions trouvées par nos voisins européens. Visiblement, le modèle hyperlibéral anglais les a inspirés. Dans ce modèle, il est instauré un contrat bipartite entre l'employeur et l'employé, ce contrat définissant dès l'embauche le temps de travail consenti par l'employé. Nos voisins d'outre-Manche ont profité d'une clause de dérogation générale dite clause de l'opt-out et qui était prévue par la directive européenne. Elle prévoyait notamment la possibilité de dépasser les 48 heures hebdomadaires dans la mesure où l'employeur obtenait l'accord de son employé. Profitant de cette brèche juridique et à la demande de certains représentants d'internes, il est donc actuellement à l'étude de proposer un opt-out adapté aux conditions d'exercice des internes français. Dans les grandes lignes, annoncées récemment par Madame la Ministre, le projet proposerait que puissent être rémunérés au titre du temps de travail additionnel le temps clinique effectué au-delà des obligations légales de 8 demi-journées hebdomadaires qui, avec la demi-journée de formation sous la responsabilité du coordonnateur de DES, ne doivent actuellement pas dépasser les 48 heures. Ce texte offrirait donc la possibilité de travailler au-delà de 48 heures, et ce, sur la base du volontariat.
ouvrant droit à une rémunération alignée sur celle des gardes supplémentaires, soit 65,01 € par demi-journée. Ce temps de travail additionnel serait plafonné à 5 demi-journées maximum par mois. Là aussi, lissé sur un trimestre. Il ne concernerait que le travail en stage. Selon le principe du temps de travail additionnel, il ne peut être une obligation et ne doit nullement conditionner la suite du cursus de l'interne. Ainsi, un interne qui aurait fait le choix de ne pas accepter le temps de travail additionnel le ferait définitivement, mais il ne pourrait s'en voir pénalisé. À l'inverse, un interne qui aurait fait le choix d'accepter ce temps de travail additionnel pourrait, s'il le désirait, y renoncer à chaque semestre. Je vous parle là d'un projet en construction. C'est un projet qui est amené à évoluer, à s'affiner dans les mois à venir. L'ISNAR-IMG ne manquera pas de participer aux discussions et de faire entendre ses revendications pour défendre vos intérêts. Pour ce faire, les positions de l'ISNAR-IMG seront définies en conseil d'administration, organe décisionnel de notre structure. Le temps de travail et ses réformes interrogent. Ils suscitent souvent des remarques. Quel est donc votre avis sur le temps de travail? Je vous invite à réagir à ce point-là, si ça vous intéresse. Y a-t-il des questions? Est-ce qu'on pourrait passer des micros aux gens qui lèvent la main, s'il vous plaît? Si vous avez la voix qui porte, éventuellement, vous pouvez peut-être crier, et puis je redonnerai la question à tout le monde. C'est pas vraiment une question, enfin, peut-être que j'en aurai une qui arrivera, mais c'est surtout pour dire que depuis que, parce qu'il y a quand même des services qui font attention au temps de travail des internes et qui respectent la loi. J'ai un exemple, mon premier stage, c'était nickel, j'avais mes 2 demi-journées, pas plus de 48 heures, récupération des astreintes du samedi et du dimanche, enfin, nickel. Oui, tout ça pour dire que depuis que ça a été remis un peu en haut des priorités, qu'est-ce qui se passe dans l'hôpital du coup? Eh ben, on se rend compte que, dis donc, l'hôpital manque de médecins. Et que c'est bien qu'il y ait beaucoup d'internes et qu'ils fassent beaucoup d'heures, comme ça ils font le travail des médecins. C'est pourquoi les services sont pas très pour qu'on travaille moins, quoi, en gros. Donc, on est à une période un peu charnière, du coup, nous, on est en plein dedans. Mais c'est pas pour ça qu'il faut lâcher, entre guillemets. Il faut faire respecter la loi et, dès le premier jour de stage, convenir avec ses co-internes que moi, je ne ferai pas plus de 48 heures et je veux mes 2 demi-journées par semaine. Voilà. Moi, je pense que ça se tente. Sachant que ça peut motiver certains qui n'avaient pas trop envie ou qui se disaient « Non, mais de toute façon, le chef de service, après, il va nous faire les gros yeux, il va nous engueuler à chaque visite. » Oui, et bon, si nous, on ne le fait pas... ça avancera jamais, ce sera jamais un acquis. Voilà, donc après, quelque part, nous, internes de médecine générale, on est de passage dans l'hôpital. Pour ceux qui veulent faire du libéral, on est de passage dans l'hôpital et une fois qu'on sera sorti de l'hôpital, toutes ces questions, on aura d'autres soucis. L'hôpital, on s'en occupera plus trop. Mais en tout cas, je pense qu'il faut faire l'effort de faire attention à ça, de se dire que s'il y a une législation 48 heures, c'est pas pour rien. C'est aussi pour notre vie, notre confort de vie, pour justement pouvoir venir ici, pouvoir se documenter, se renseigner sur notre profession. Donc il ne faut pas se laisser faire, quoi. Au jour le jour, je veux dire, faut s'accrocher. Je te remercie pour cette intervention.
effectivement, comme tu l'as juste dit, il faut s'accrocher. Et finalement, le respect de ce temps de travail, il n'est pas uniquement pour notre vie personnelle, il est aussi pour notre formation. Je pense qu'il vaut mieux privilégier la qualité à la quantité, d'autant plus que quand on rogne finalement sur nos temps de formation, eh ben on rogne sur une formation théorique qui nous sera ça nous sera probablement délétère derrière. Donc je te remercie vraiment de ton intervention. Et juste si je peux rajouter, le fait qu'il n'y ait pas assez de médecins à l'hôpital, finalement, moi je trouve que c'est une bonne chose que ça soit révélé par le fait qu'on dise ça y est, maintenant les internes travailleront moins à l'hôpital. Parce que les internes, ils font l'hôpital, mais ils font pas le... Après, si on ne reste pas à l'hôpital, c'est pas nous qui allons faire les consultations, qui allons faire tout ça. Ou même qui allons opérer, ou, enfin pas nous, mais enfin, les autres internes, et qui allons opérer ou qui allons tenir l'hôpital. Et l'hôpital actuellement ne va pas bien, il manque de médecins. Donc si cette réforme du temps de travail peut aussi montrer ça, et que du coup les hôpitaux se remettent en question et fassent ce qu'il faut, bah, ça fait un deuxième objectif qui est important pour la société. Merci à toi. Est-ce qu'on a d'autres avis, d'autres questions? Je vous invite à être concis parce qu'on est rattrapé par le temps. Bonjour, je m'appelle Rémi, je suis de Lille, je suis un des petits vilains canards de l'ISNAR, étant médecin urgentiste et non médecin généraliste. Alors moi j'exerce déjà depuis quelques années et le fait est qu'on est aussi à 48 heures théoriquement. On doit même être à 39 avec un temps clinique, un temps non clinique entre 39 et 48 qui est défini un peu comme vos durées de formation. Et ça a été défini il y a 1 an et demi, 2 ans, suite à un mouvement de grève qu'on a eu également. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on a en effet un manque de médecins, comme la jeune fille qui parlait avant moi le disait. Je ne sens pas du tout le problème avec nos internes, parce que du coup, ils ont leur journée de formation. Quand ils ne sont pas là, ils ne sont pas là, et puis ça se passe très bien, et on fait sans eux. Mais la difficulté du nombre de médecins, elle est surtout dans le budget de l'hôpital. Moi, ce qui m'interpelle dans ce projet de loi, c'est comment le ministère va réussir à financer quelque chose comme ça. C'est bien beau d'avoir des volontaires, des gens qui veulent de l'argent, qui veulent faire leurs heures supplémentaires, etc. Il va falloir le financer. Aujourd'hui, nous, on arrive à se faire payer nos heures supplémentaires doucement. La plupart du temps, on les accumule sur des comptes épargne-temps à côté. Et si je continue à accumuler au rythme où je vais actuellement, je vais être à la retraite 2 à 3 ans plus tôt que l'âge normal. Pour vous donner un peu le nombre d'heures qu'on fait. C'est de manière générale l'hôpital qui doit être réformé. C'est pas juste penser temps de travail et penser le temps de travail, penser le nombre de médecins. C'est le fonctionnement global, c'est la place des soins primaires, l'articulation entre les soins primaires et l'hôpital. On travaille là-dessus chez nous en essayant de dire aux patients « vous n'avez rien à faire ici, allez voir la médecine générale ». C'est ça le problème. Le problème, il est dans comment soulager l'hôpital et la charge de travail au sein de l'hôpital avec l'articulation avec les soins primaires. Alors déjà, pour répondre à ta première question, relative au mode de financement de cette réforme, c'est une réforme qui est encore balbutiante, qui est en préparation, qui va être affinée, et donc je n'ai pas encore de notion sur le mode de financement de celle-ci. Ensuite, pour ce qui est du constat que tu fais, effectivement, l'hôpital est malade. Mais ce n'est pas à l'interne, qui est un praticien en formation, d'en pâtir. Et je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait qu'il va falloir avoir un travail de fond et global sur l'hôpital et sur le temps de travail en général des personnels hospitaliers. Celui-ci va peut-être être mené, et il est d'ailleurs en cours en partie. Bon, écoutez, je pense qu'on va être pris un peu par le temps.
donc on va clore maintenant cette séance. Je vous invite quand même, si vous avez des questions, à venir nous les poser sur le stand de l'ISNAR IMG, ou éventuellement, si c'est des questions particulièrement personnelles ou compliquées, à nous adresser un mail auquel on pourra répondre. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de congrès, je vous remercie.